Alors aujourd'hui, nous allons parler de climatogramme. Un climatogramme, c'est un graphique qui nous permet de pouvoir identifier des informations intéressantes sur un endroit, un territoire donné sur notre planète. Donc, je vais vous montrer un exemple et on va pouvoir en discuter. Donc, voyons voir. Très bien. Donc, un climatogramme, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique avant tout. Un graphique qui nous montre quoi? Qui nous montre des informations sur le climat d'une région. Donc ici, on peut voir, il y a le mot climat ici dans le titre. Donc voyons voir si je peux faire ça un petit peu plus grand. Peut-être qu'on peut faire ça ici. Voilà. Donc ça ici, c'est un climatogramme des régions méditerranéennes. Donc ici, on est en Provence. Donc regardons ce que nous avons ici. C'est un graphique et il y a plusieurs informations intéressantes. Alors, voyons voir. C'est un graphique qui nous montre la température donnée sur un territoire et la quantité de précipitation de ce territoire. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de température, c'est une température moyenne pour le mois. Et ça, on le met sur une petite ligne rouge ici. Et pour les précipitations, nous avons de l'eau. Les colonnes ont tendance ici à être bleues pour représenter l'eau. Maintenant, on a des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le graphique, premièrement, on peut voir qu'on a deux axes. On a un axe qui est à gauche, qui représente les précipitations en millimètres, et nous avons de l'autre côté une autre échelle avec une autre étiquette qui s'appelle la température en degrés. Donc ça, c'est intéressant. C'est un graphique qui nous montre deux axes verticaux, deux variables dépendantes avec ces données. Dans la partie en bas, ici, nous avons le temps qui est en mois. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que dans un petit graphique, voyons voir le type d'information qu'on a. Lorsqu'on parle des mois, on peut regarder ici en bas, nous avons ici la première colonne qui est janvier, février, mars, avril, mai et juin. Nous avons juillet, août. Donc, chacune des colonnes représente un mois de l'année. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire qu'un graphique comme ceci représente toute l'information pour une année complète. Nous avons donc les précipitations. On peut voir ici que si on a une ligne qui est à peu près comme ici, la moyenne des précipitations, c'est à peu près 60 mm par année. Nous pouvons voir que dans le mois de novembre, il y a un petit peu plus de précipitations et que durant le mois de juillet, août et septembre, c'est les mois où il y a le moins de précipitations. En plus de cela, nous avons ici une ligne qui est rouge et ça représente une information spécifique et cette information, c'est la température. Donc, ici, on a la température en Celsius. Ça veut dire que dans le mois de janvier, on a à peu près une température moyenne de 18 degrés. Et ici, durant le mois de juillet-août, on a une température, ici, on a une température de 10 degrés. Il faut prendre le bon axe. Et on a à peu près 24 degrés de moyenne de température. Ça, ce sont des températures qui, habituellement, c'est le jour. C'est la température moyenne de la journée et non pas de la nuit. Malgré le fait que j'ai déjà vu quelques graphiques qui peuvent donner cette information. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend la température ici avec le point rouge ici, avec une température moyenne de 10 degrés Celsius, ça veut dire que pour le mois de janvier, on prend toutes les températures, les 31 jours du mois de janvier, on les additionne et on les divise par 31. Donc, ça nous donne une moyenne ici. Pour le mois de juillet ici, nous avons une moyenne de 24 degrés. Ça veut dire que on prend toutes les températures du mois de juillet, on les additionne, on les divise par 31 et ça nous donne une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des journées où il fait beaucoup plus chaud, il y a des journées qui fait beaucoup plus froid, mais en moyenne, ça nous donne une bonne idée de la température moyenne. Je connais des personnes qui utilisent, ce sont des scientifiques, qui utilisent ce type de graphique pour planifier leurs vacances. Donc ici, quelqu'un pourrait dire quel serait le meilleur temps pour aller en vacances. Ce serait dans le mois de juin, juillet ou septembre.
si on veut des températures au-dessus de 20 degrés Celsius en moyenne. Et pour ces personnes, vous voyez, il y a moins de pluie à ce moment-là. Donc, c'est des conditions idéales pour voyager. C'est bon. Donc ici, ce sont des détails qu'on ajoute. On montre la latitude, longitude. On a bien sûr l'altitude. C'est important parce qu'on a ici un endroit spécifique et c'est Toulon en Provence. Ça veut dire qu'on peut toujours faire des climatogrammes pour toutes sortes de raisons. Quelqu'un pourrait dire, j'aimerais faire de la promotion touristique pour ma région. Donc, quelqu'un a une ville, quelqu'un peut faire cela facilement. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, j'aimerais promouvoir ma région. Alors, promouvoir une région avec un climatogramme comme ceci, c'est très facile. Bien sûr, on peut décider, on peut avoir un grand territoire. Alors, sur le territoire spécifique, il y a ici une température moyenne dans ces mois, il y a la quantité de précipitations moyenne dans ces mois-ci. Donc ça fonctionne bien. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut avoir un climatogramme pour un pays? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut avoir un climatogramme pour la Terre entière? Ça, c'est une bonne question. La difficulté ici, pour avoir des climatogrammes ou des informations générales à grande échelle, c'est que lorsqu'on parle de pays et de la Terre, il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, par exemple, si on prend la France, il y a les Alpes qui sont à l'est et il y a à l'ouest, il y a l'océan Atlantique. Donc, d'une certaine façon, il y a la géographie qui entre en ligne de compte. Si on prend le Canada, qui mesure plusieurs milliers de kilomètres de diamètre ou de distance d'une côte à l'autre, nous avons des océans qui entrent en ligne de compte, on a des chaînes de montagnes, on a toutes sortes de géographie. Et ces géographies, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nous permettent d'avoir des changements locaux par rapport à la quantité d'humidité disponible, la quantité de pluie disponible pour pouvoir être capable de faire une activité que l'on veut faire. Alors ça affecte des choses intéressantes. Donc ça, c'est un climatogramme. Comment est-ce qu'on le fait? Comme j'ai mentionné, on prend les données disponibles et on fait des analyses et on en fait des graphiques. Maintenant, il y a certaines petites choses que j'aimerais aussi mentionner. On va descendre ça ici. Très bien. Donc ça ici, c'est deux cartes. Nous avons ici deux cartes. Ici, je n'ai pas les légendes, mais on peut voir que ici, c'est un climat qui est arctique. Nous avons ici les toundras. Nous avons ici les... alors ça ici, c'est les forêts boréales que nous avons ici en vert. Non, boréales, c'est ici, et les toundras, c'est au nord, voilà. Nous avons ici en jaune les prairies. Nous avons ici, à l'ouest du Canada, ici, les rocheuses. Chose intéressante, les montagnes rocheuses ici, lorsque le vent arrive de l'océan Pacifique, ils vont déposer leur humidité et l'eau. Donc, il y a beaucoup de neige et beaucoup de pluie dans les montagnes. Mais lorsque le vent passe, on se retrouve ici avec, il ne reste plus d'humidité, donc c'est très sec dans les prairies. Et donc, on a un peu la même chose ici aux États-Unis, où nous avons ici la pluie et l'environnement de la côte ouest. On a ici notre chaîne de montagnes et on a ici dans le centre des températures beaucoup plus secs. Nous avons, alors, ce qui arrive, c'est que si on regarde à droite ici, on peut voir qu'on peut diviser des zones d'écosystèmes. Donc, on peut voir qu'il y a des zones où les écosystèmes sont
semblables. Ça veut dire que si on prend les prairies dans le centre ici, donc c'est un peu verdâtre, ceci est disponible à cause d'un climat spécifique à cet endroit. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on est capable de regarder qu'il y a un pays ou un territoire, on peut le diviser en parties plus petites où il y a des zones qui ont des environnements semblables. Il y a des précipitations semblables, il y a des températures semblables. Et sur des décennies et des siècles, il y a des écosystèmes qui finissent par s'installer. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en s'installant à cet endroit, les organismes, que ce soit les animaux, les oiseaux, les plantes, ils ont un environnement stable pour pouvoir croître. Alors, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des écozones ou des écosystèmes spécifiques à cet endroit, basés sur la géographie, mais la géographie dicte les précipitations et les températures. Donc ça, c'est intéressant. Donc, lorsqu'on parle de géographie, on parle de température moyenne, on parle de précipitation moyenne. C'est la même chose. Donc, j'ai parlé ici de température. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire aussi. Ah oui, si on pense aux précipitations, comment est-ce qu'on peut faire un graphique ici sur les précipitations moyennes? Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va prendre les précipitations d'un mois. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les additionner et on va diviser par 31. Donc ça nous donne ici un climatogramme de cette année-là. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin. Lorsqu'on fait un climatogramme comme ceci, c'est important de se dire, OK, mais chaque année n'est pas la même. Et ça, c'est vrai. Alors, lorsque l'on parle de climatogramme, on peut le faire pour une année spécifique. Lorsque l'on veut, avec les décennies et les siècles, on peut se retrouver avec des climats. Et ces climats nous permettent d'avoir des zones spécifiques où on a des endroits où les plantes, les animaux, les organismes ont besoin d'une certaine température moyenne et de précipitation moyenne. Un autre mot que vous avez peut-être déjà vu dans le passé, c'est ce qu'on appelle des biomes. Alors, il y a différents types de biomes. Il y a des biomes qui sont, par exemple, des déserts. Il y a des forêts tropicales. Il peut y avoir des prairies ou des plaines. Donc, ceux-ci sont basés sur le fait qu'il y a de la géographie, des plans d'eau, et donc, avec les siècles, il y a des écosystèmes qui se sont retrouvés. Ceux-ci, ensemble, vont faire des écozones, et donc, on a des biomes. C'est un regroupement sur un territoire d'écosystèmes qui sont stables. Maintenant, les biomes sont installés basés sur le fait qu'on a remarqué qu'un biome a besoin de conditions atmosphériques qui sont assez stables. Donc, le climatogramme nous aide beaucoup. La difficulté que nous avons, c'est qu'on parle de changement climatique maintenant. Alors, lorsqu'on parle de changement climatique, comment est-ce que ceci entre en ligne de compte avec les climatogrammes et comment est-ce que les scientifiques commencent à se poser des questions sur comment est-ce que les écosystèmes et les biomes peuvent se comporter? Ça veut dire que si on a un désert, comme ceci, on peut se retrouver avec des températures assez hautes, comme ceci, et des précipitations assez basses comme cela. Si on a des forêts tropicales, est-ce qu'on peut voir ceci? Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand pour vous. Pour les forêts tropicales, nous avons de grandes précipitations et on a de grandes températures aussi. Donc ça ici, on se retrouve avec ici, ce qui est intéressant, on a on voit
des climatogrammes spécifiques pour différents territoires. Donc, les biomes qui sont maintenant soit dans les manuels scolaires, soit dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on s'est dit 1951 à 1981. Ce que les géographes se sont dit, et les scientifiques, on a dit que puisque nous avons des biomes qui sont ici, avec des conditions de température et de précipitation similaires, est-ce qu'on peut les définir beaucoup plus? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris un point de référence dans le temps. Ce point de référence, ils ont pris 30 ans entre les années 50 et 80. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a maintenant des climatogrammes qui sont basés pas seulement sur une année, mais sur 3 décennies. Et ça devient intéressant parce que si nous avons des informations sur 3 décennies, c'est beaucoup plus facile de prédire ce que sera le climat dans le futur. Et donc, ça, c'est la base du fait qu'on a des géographes et des scientifiques qui se disent, on a notre moyenne sur 30 ans, ça nous donne des bonnes idées maintenant. Maintenant, si on regarde l'actualité, on dit, il y a des réchauffements climatiques et c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Alors ici, je vais vous montrer un autre graphique ici. Voilà, voilà. Très bien. Alors ici, je vais vous montrer cela. Alors ça, c'est un graphique ici qui viennent du Centre national des données climatologiques. Je vais mettre le lien ici dans la section description. Alors ici, on peut voir que, alors ici, les températures en bleu, c'est plus froid, en rouge, c'est plus chaud. Alors si on regarde ici dans les années 50 à 80, on a un moment où il y a eu quelques années plus chaudes, quelques années plus froides. Mais nous avons quand même ici quelque chose qui est assez, comment je pourrais dire ça, assez stable ici. Donc, les scientifiques ont pris ces 30 ans, c'est fantastique, voici notre point de référence. Donc ça, c'est notre point 0. Donc, ils ont pris la moyenne ici et ils ont fait cette ligne de 0 ici. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un point de référence et on se dit, si ça c'est notre point 0, comment est-ce que les températures moyennes d'une année comparent à ce point de référence? Alors, ils ont fait mathématiquement ce point de référence. Ça veut dire qu'entre les années 50 et 81, il y a eu des années plus froides et des années plus chaudes. C'est fantastique. Mais quelque chose qu'on a remarqué, c'est que aussitôt qu'on a ce point de référence, on veut comparer ce qui s'est passé dans les décennies avant et les décennies après. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'on a remarqué que les températures moyennes sur la planète semblent augmenter. Et si on peut voir ici qu'il y a des hauts et des bas, il semble y avoir une augmentation et cette augmentation augmente toujours un petit peu. Ça veut dire qu'ici, on peut voir que lorsqu'on parle d'une anomalie ici de 1,8, pour l'année probablement c'est 2018, nous avons, lorsqu'on prend toutes les températures de notre planète, pour les 365 jours et qu'on fait la moyenne, on a une moyenne qui est plus haut de 1,8%. Non, 1,8 degrés. Et les scientifiques n'aiment pas ça du tout. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gouvernements qui s'occupent des climats, qui se posent des questions et qui veulent faire des choses. Maintenant, on va parler de science et un peu de politique. Donc, les politiciens se disent, oui, mais regardez, on a des températures qui sont immenses, qui augmentent, c'est inacceptable, il faut changer ça tout de suite. Il y a d'autres scientifiques qui se disent, oui, mais ça, c'est basé sur notre point de référence entre les années 50 et 80. Si on change le point de référence, ce n'est pas la même conclusion. Alors, on peut jouer beaucoup avec les statistiques. Maintenant, ça, c'est un peu ce qui se passe politiquement. En réalité, si nous regardons ici
point de vue scientifique, on a ici une moyenne entre, alors notre point de référence entre les années 50 et les années 80. Ce qui est important de voir, c'est que oui, basé sur ce point de référence, il y a une augmentation de chaleur. Ça veut dire que s'il y a une augmentation de chaleur, les difficultés, c'est que plus il y a de chaleur, plus il y a d'évaporation. Ça veut dire que s'il y a plus d'évaporation, on se retrouve avec possiblement plus de précipitations. Donc, prendre la moyenne entre les années 1950 et 1981, c'est fantastique. Mais si on compare cela à 2023, on peut remarquer que les températures en moyenne sont plus hautes. Donc, la ligne qui est ici de température se retrouve à être un petit peu plus haute. OK. Quelques degrés, on peut dire ce n'est pas très grave. Mais le problème, c'est que plus il y a de température, plus c'est chaud, plus il y a de l'évaporation. Donc ça veut dire qu'un petit peu de changement de température cause des changements sur l'évaporation. Mais la difficulté, c'est que lorsque l'eau s'évapore, ça ne veut pas dire que l'eau retombe à cet endroit, mais va retomber plus loin, parce qu'on suit les grands vents. Alors ça devient assez complexe parce que, oui, il fait plus chaud, oui, il y a plus d'évaporation, mais les précipitations changent et bien sûr, si on a des changements de température, on se retrouve avec des vents. Et donc, ici, on a des environnements qui changent complètement. Ça veut dire qu'on se retrouve avec de la neige en Angleterre, à Londres ou à Paris. On se retrouve avec des inondations au Pakistan, de la sécheresse en Australie. On se retrouve avec plein de difficultés partout. Parce que même si c'est 1 degré, 1,5 degré, ceci, à grande échelle, cause beaucoup de problèmes. Donc ici, ce qui est à considérer, c'est que s'il y a des changements, que va-t-il arriver à nos environnements? Et ça, c'est les grandes questions. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui va arriver? On peut prédire, mais on fait partie du problème et on essaie de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça que oui, il y a des réfugiés qui sont basés sur certains endroits de conflit, mais il y aura aussi des réfugiés environnementaux, voilà, parce qu'il y a des endroits où avant, il y avait des grandes précipitations et des bonnes températures pour faire pousser des aliments. Mais maintenant, s'il fait trop chaud et il n'y a plus de pluie ou c'est beaucoup moindre, les gens ne peuvent plus vivre de la façon qu'ils pouvaient vivre avant. Et on se retrouve avec des migrations. Et c'est là qu'on se retrouve avec des grands débats. C'est là qu'on se retrouve avec des scientifiques qui essaient de donner des idées, mais on ne sait pas toujours comment bien les interpréter. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et avant tout, essayez de faire attention à notre petite planète parce que ce n'est pas évident. Et donc, ça, c'est un peu cette idée de climatogramme. Comment est-ce que c'est intéressant et combien d'informations il peut y avoir à l'intérieur d'un petit graphique comme ceci. Alors ça, c'est la question que j'avais de l'audience et j'espère que ça a répondu à celle-ci. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.